Womit bist du hin? Oh, Scheiße. Nein. Zigzaguer, tourner trop large, freiner trop tard. Si vous pratiquez avec un ami, un parent ou tout autre accompagnateur qui conduit depuis de nombreuses années, quand ils disent « tourne plus ton volant », en réalité, ce qu'ils devraient dire, c'est « regarde plus loin dans le virage et non droit devant ». Quand ils disent « essaye de rester centré », ce qu'ils devraient plutôt dire, c'est « ne regarde pas les lignes sur l'asphalte pour te guider, regarde loin et large ». Quand ils disent « regarde où tu vas », ils devraient plutôt dire « ne regarde pas l'asphalte droit devant toi, lève tes yeux, etc. » La vision est la plus grande source de problèmes des débutants en ce qui concerne le contrôle du véhicule. Et quand je parle de vision, je ne parle pas de l'acuité visuelle. Ce que je veux dire par vision ici, c'est sur quoi ils portent leur regard, à quel point ils regardent loin et large et ainsi de suite. Et malheureusement, c'est un problème avec lequel ne pourront pas tellement vous aider la plupart des conducteurs accompagnateurs, comme la famille et les amis, parce qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils regardent à la bonne place instinctivement depuis si longtemps qu'ils ne réalisent même pas que c'est un problème réel. Le problème dans de nombreuses situations de mauvais contrôle du véhicule, c'est ni vos mains ni vos pieds, mais vos yeux. Aussi drôle que ça puisse sonner, vous ne regardez pas correctement. Et tant que vous ne regarderez pas correctement, vos mains et pieds ne seront pas d'une grande aide, car ce sont vos yeux qui envoient le message à votre cerveau sur comment coordonner vos pieds et vos mains. Voici la surface visuelle de laquelle tiennent compte les conducteurs expérimentés. Voici celle d'une grande partie des débutants. Les débutants ont tendance à fixer ce qu'ils ont peur de frapper. Et ironiquement, comme ils fixent ce qu'ils ont peur de frapper, c'est ce qui risque souvent d'arriver. Ça a tendance à se produire souvent quand ils tournent dans un espace serré entre deux véhicules. Ils fixent trop l'un des véhicules et ont tendance à foncer dessus. Maintenant, parlons du champ visuel. Le champ visuel comporte 3 éléments principaux. Le champ visuel lui-même, qui est tout ce qu'on voit. Ce qu'on regarde directement s'appelle le point de fixation, ce que je vais appeler le focus dans cette vidéo, et la zone alentour du focus est la vision périphérique. Le focus, c'est ce qu'on voit clairement devant, c'est ce qu'on est en train de regarder directement. On voit quand même tout ce qui se passe alentour dans notre vision périphérique, mais c'est flou. Juste une parenthèse, les caméras avec lesquelles j'ai tourné cette vidéo voient tout en focus, tout est très clair, contrairement à nos yeux qui ne peuvent se concentrer que sur une zone très limitée de notre champ visuel à la fois. Je vais essayer d'illustrer ça dans cette vidéo du mieux que je peux. Exemple, j'ai mon téléphone devant moi et je suis en train de le regarder directement, donc je peux lire ce texto, c'est sur quoi je porte mon focus présentement. Je peux encore voir tout ce qui est alentour dans ma vision périphérique, mais moins clairement. Si je regarde maintenant la guitare là-bas, je peux la voir très clairement, mais je ne peux plus lire mon texto. Mon focus est maintenant sur la guitare. Je vois encore mon téléphone dans ma vision périphérique. Je peux même voir que je viens de recevoir un nouveau texto, mais je ne suis pas capable de le lire. De façon à pouvoir le lire, je dois à nouveau porter mon focus sur mon téléphone. Et ça, c'est ce qu'on fait des centaines de fois par jour dans la vie en général. On voit toutes sortes de choses dans notre champ visuel, certaines en focus, la plupart non, et on porte notre focus constamment sur ce qui nécessite notre attention à un moment particulier. Et c'est aussi ce qu'on doit faire en conduisant. Quand je regarde loin dans un virage, par exemple, je vois toujours ce qui se passe sur les côtés dans ma vision périphérique. C'est pas comme si c'était totalement bloqué. Mais je dois porter mon attention là-bas, de façon à ce que mes yeux envoient le signal à mon cerveau pour m'y guider. Maintenant, si quelque chose hors de l'ordinaire arrive, quelqu'un surgit de derrière cette voiture, par exemple, je vais le voir quand même dans ma vision périphérique. Donc, je vais porter mon focus là-dessus et réagir en conséquence. Dans cette situation, ce conducteur arrive de la droite, il a un arrêt et moi non, alors je le surveille brièvement afin de m'assurer qu'il me donne la priorité. Ensuite, je reporte mon focus en avant. Maintenant, je vois quelque chose sur la droite ici. C'est un homme avec un enfant, donc je reste conscient que l'enfant pourrait traverser la rue à tout moment. Je reporte mon focus en avant. Maintenant, je vais tourner à gauche à cette intersection et je vois cette piétonne qui s'en approche. Je continue à en tenir compte. Elle a la priorité si elle arrive à l'intersection en même temps que moi, donc je devrais lui céder le passage. Maintenant, il y a ce conducteur ici qui tourne à sa gauche et il peut y avoir un véhicule derrière lui que je ne vois pas. Et si c'est le cas, je devrais céder à lui aussi, car s'il va tout droit, il a la priorité. Et ça se trouve à être le cas, donc j'attends qu'il traverse. Je jette un coup d'œil à la lumière avant de tourner. Toujours verte? Cool.
Je jette un dernier coup d'œil à la piétonne pour évaluer sa distance de l'intersection. Elle est encore loin, donc je vais avoir le temps de tourner. Je fais mes vérifications, un dernier balayage visuel, puis je regarde loin dans le virage. Je veux regarder loin avant de tourner parce que j'ai besoin de voir ce qui est là avant de m'y engager. Un bon exemple de ça, c'est dans les zones résidentielles où l'on voit souvent des enfants jouer dans la rue. S'ils sont près d'une courbe, on les verra seulement au dernier moment si on regarde trop droit devant. En gros, on ne doit jamais fixer quoi que ce soit en conduisant. On doit constamment garder les yeux en mouvement. Et c'est aussi vrai pour quand on regarde nos accessoires, rétroviseurs, angle mort, indicateur de vitesse, etc. Juste un coup d'œil rapide et on se reconcentre sur la route. Maintenant, quelque chose d'un peu bizarre que font certains élèves en faisant des virages est qu'au lieu de tourner la tête pour regarder au bon endroit, ils roulent les yeux. À cause de cette peur de ne plus voir ce qui se passe devant, ils veulent garder la tête droite. Si par exemple quelqu'un nous appelle dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On tourne la tête et on les regarde, non? On ne les regarde pas du coin de l'œil, on tourne la tête. En vérifiant avant de traverser une rue, on ne roule pas les yeux, on tourne la tête. C'est ce qu'on fait toujours quand on a besoin de regarder quelque chose qui est à l'extérieur de notre champ de vision. Et c'est aussi ce qu'on doit faire quand on négocie un virage. On ne roule pas les yeux, on tourne la tête. Rouler les yeux, c'est ce qu'on fait quand on est terrorisé par quelque chose. On est terrifié de regarder la chose en question, mais on veut voir si elle est toujours là. En conduisant, par contre, on devrait avoir peur de ne rouler que les yeux au lieu de tourner la tête parce qu'on ne verra pas où on doit aller. On doit tourner la tête si nécessaire pour voir assez loin. On entend souvent les gens dire « regarde où tu vas ». Je préfère « regarde où tu dois aller » ou « où tu veux aller ». Pas nécessairement « où tu vas », à moins bien sûr si « où tu vas » est l'endroit où tu veux aller. Si on va vers cette voiture stationnée parce qu'on la fixe et qu'on continue à la regarder tout en fonçant dessus, ça ne nous aidera pas beaucoup. C'est comme si quelqu'un nous demandait de garder un œil sur ses œufs pendant qu'ils cuisent. Les œufs commencent à brûler et on fait rien. Mais on continue à garder un œil dessus. On regarde des œufs en train de brûler. Mais c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est des œufs délicieux, parfaitement cuits. Donc, rappelez-vous cette phrase, c'est l'une des plus importantes en conduite. Regarde où tu dois aller ou où tu veux aller, mais pas nécessairement où tu vas. Et rappelez-vous cette phrase aussi, ne regarde pas le problème, regarde la solution. Et ça, c'est aussi une philosophie qu'on peut appliquer dans la vie en général. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de comment gérer les obstacles qui nous bloquent la vue. Donc, restez à l'écoute et à bientôt. Les dossiers de la route sur France 2, avec la sécurité routière. Le Mans, 10h30. Nous sommes le 25 juin. Martin a 27 ans, il est artisan et guitariste à 16 heures. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Julie. Ils se sont rencontrés à un concert de son groupe de rock, ça a été le coup de foudre, et depuis, ils ne se quittent plus. À 10h53, Martin prend sa camionnette et se rend à la bijouterie pour acheter son cadeau. Il roule tranquillement sur la départementale 307. Un scooter arrive derrière lui et déboîte légèrement pour le doubler. Au même moment, Martin tourne à gauche sans avoir mis son clignotant pour prendre la route des écoles. Le scooter heurte l'aile gauche de la camionnette. Son conducteur atterrit à plusieurs mètres du véhicule. 55 minutes après l'intervention des secours, le conducteur du scooter est mort. Martin en restera marqué toute sa vie. Un accident n'arrive jamais par accident. L'usage du clignotant est indispensable lorsque l'on change de direction. C'est le seul moyen d'indiquer sa manœuvre aux autres conducteurs. C'était les dossiers de la route sur France 2, avec la sécurité routière.
Es muss zur Routine werden, sich nicht nur umzuschauen, sondern sich mit Blicken zu verständigen, erfassen, was der andere vorhat, sich selber deutlich verhalten. Wenn das selbstverständlich wäre, käme vieles nicht mehr wie aus heiterem Himmel. Denn nur so lassen sich Reaktionen der anderen vorhersehen. En cas d'accident, souvent, chaque seconde compte. Par conséquent, laissez de la place aux forces d'intervention déjà en cas de bouchon. Sur une route à 2 voies, sur la voie de gauche, rabattez-vous autant à gauche que possible. Sur la voie de droite, autant vers la droite que possible. Veillez à garder suffisamment de distance de sécurité et gardez si possible la voie d'urgence libre. Sur les routes à 3 ou 4 voies, le même principe s'applique.
Sur la voie de gauche, rabattez-vous autant à gauche que possible. Sur toutes les autres voies, rabattez-vous autant que possible vers la droite. Veillez à garder suffisamment de distance de sécurité et gardez si possible la voie d'urgence libre. Un couloir de secours peut sauver des vies. La police cantonale bernoise vous souhaite bonne route. Alors voilà, aujourd'hui tuto ultra basique mais pas moins très important, vérifier ses niveaux, ça à faire une fois de temps en temps et c'est primordial. Pour ce faire, la voiture elle doit être parfaitement froide, de préférence le matin après un bon petit café et parfaitement droite. Voilà, on va commencer par ouvrir le capot. Alors pour faire les niveaux, on aura besoin de l'huile moteur, du liquide de refroidissement et aussi du lave-glace. On aura besoin d'un chiffon pour contrôler le niveau d'huile et la paire de gants évidemment pour protéger ses mains. Pour commencer, on va faire le niveau d'huile. Le niveau d'huile c'est facilement reconnaissable, c'est cette petite anneau jaune. C'est une jauge. On va commencer par tirer dessus et on va la nettoyer. Parce que là, le niveau est illisible. En général, sur les jauges, il y a un trait en bas pour le minimum et un trait en haut pour le maximum. On va remettre la jauge à huile dans le moteur, on va la mettre jusqu'au fond, on la ressort, et là, on peut lire le niveau d'huile. Dans le cas présent, il est au maximum, on n'a pas besoin de remettre d'huile. Dans le cas où le niveau est trop bas, on en rajoute par ici. On va maintenant enchaîner sur le liquide de refroidissement qui se situe juste ici. Il est souvent reconnaissable avec son bocal rond et transparent, avec toujours ici un indicateur qu'il ne faut surtout pas ouvrir ce liquide à chaud, parce que sinon on risque d'être éclaboussé. On ouvre le bocal, hop, et on regarde ici. Il y a un niveau maximum, et là on voit qu'on n'y est pas. Donc on va venir en rajouter du liquide de refroidissement. On va donc enchaîner avec le liquide de lave-glace. Il va être très facilement reconnaissable, c'est ce réservoir bleu. On va l'ouvrir. Aucune précaution particulière, on va juste le remplir jusqu'au maximum. Hop. Et on va donc maintenant terminer par le liquide de frein. Alors le liquide de frein, c'est un petit peu particulier, il a tendance à être un petit peu caché. Pourquoi ? C'est parce qu'il faut éviter d'y toucher. Et si on a le moindre souci avec le liquide de frein, il y aura de toute façon une anomalie affichée au tableau de bord. Si le niveau est bas, je vous conseille d'aller directement voir un garage pour voir le problème. Voilà, on a contrôlé nos niveaux, c'est terminé. On a contrôlé l'huile moteur, puis le liquide de refroidissement. On a enchaîné avec le liquide de lave-glace et un simple contrôle visuel sur le liquide de frein.
On peut maintenant refermer le capot et prendre la route sereinement. Bonjour tout le monde et bienvenue sur lepneu.com. Aujourd'hui dans les conseils de Camille, je vais vous expliquer comment faire la pression de vos pneus. Allez, c'est parti. La pression s'effectue au moins une fois par mois et toujours à froid. Vous trouverez les pressions recommandées par le constructeur dans le manuel d'instruction, sur l'étiquette collée à l'intérieur de la portière conducteur et sur certains véhicules sur le clapet de votre réservoir. Et c'est parti pour le gonflage. Dévissez le bouchon de la valve et introduisez l'embout du gonfleur. Ajoutez l'air progressivement jusqu'à atteindre la bonne pression. Retirez alors l'embout et remettez le bouchon de la valve. Maintenant, vous n'avez plus qu'à refaire cette manipulation sur tous les autres pneus. Facile, non? Merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur lepneu.com. Et surtout, pensez à faire la pression de vos pneus régulièrement. Lorsqu'il pleut, les pneus doivent évacuer l'eau qui s'oppose au bon avancement de la voiture. Les rainures de la bande de roulement des pneus sont conçues pour évacuer une certaine quantité d'eau par seconde. Mais il ne faut pas dépasser les limites. Si la quantité d'eau est trop grande, à cause d'une vitesse trop élevée, ou si les pneus sont usagés, les rainures ne peuvent plus évacuer l'eau qui s'accumule devant le pneu. L'eau soulève alors le pneu, c'est l'aquaplanage. Le pneu n'est plus en contact avec la chaussée. Il y a une perte d'adhérence du véhicule. Force centrifuge. C'est la force qui déporte le véhicule vers l'extérieur de la chaussée en lui imposant une trajectoire rectiligne alors que vous êtes dans un virage. Elle provoque dérapage et retournement. Lorsque vous abordez un virage serré à vive allure, la force centrifuge va imposer une trajectoire rectiligne, symbolisée ici par la flèche rouge, déportant votre véhicule vers l'extérieur de la chaussée. Votre véhicule va alors déraper, voire se retourner, en suivant la trajectoire symbolisée par les pointillés noirs. Il est strictement impossible de contrer cette force. Pour ne pas la subir, l'unique solution est de rouler plus lentement, car la force centrifuge augmente avec le carré de la vitesse. Ainsi, si vous roulez 2 fois plus vite, la force centrifuge est multipliée par 4. Notez également qu'aucun équipement de sécurité ne peut annuler la force centrifuge. Certains équipements, comme l'ESP qui contrôle la trajectoire, peuvent également agir sur les roues et l'accélération pour en limiter les effets, mais aucun d'entre eux ne peut l'annuler complètement. Pire, lorsque la vitesse est trop élevée, ces équipements ne peuvent pas remplir leur rôle. Ne comptez donc jamais dessus pour rattraper vos erreurs ou vos prises de risques. Pic, roulez vite, un mauvais calcul.
En voiture, plus on roule vite, plus la distance nécessaire pour s'arrêter s'allonge. Je m'explique. Comme tout objet en mouvement, une voiture emmagasine de l'énergie, appelée énergie cinétique. Cette courbe nous montre la variation de cette énergie en fonction de la vitesse. Plus on roule vite, plus elle augmente. Or, pour qu'une voiture s'arrête, elle doit se débarrasser de toute cette énergie. Ainsi, plus la vitesse augmente, plus la distance de freinage est importante. En comptant le temps de réaction, il faudra 70 mètres pour s'arrêter si l'on roule à 90 km/h contre 57 mètres si l'on roule à 80 km/h. 13 mètres de différence qui pourrait permettre d'éviter un obstacle en cas d'imprévu. Et souvenez-vous, sur route mouillée, les distances de freinage sont multipliées par 2. De nouvelles règles de la circulation entreront en vigueur en Suisse dès 2021. Parmi elles, l'application obligatoire du principe de la fermeture éclair à la fin d'une voie de circulation. Ce principe vaut à la fin de chaque voie, par exemple lors d'un passage de 3 à 2 voies ou en présence d'un accident ou d'un chantier. Laissez les véhicules circulant sur la voie coupée s'insérer à tour de rôle sur les autres voies. Pensez à jeter un œil vers l'arrière et à mettre votre clignotant lorsque vous changez de voie. Il s'applique aussi au niveau des entrées d'autoroute. Pour que le trafic reste fluide, roulez jusqu'au bout de la voie d'accélération avant de vous insérer dans la circulation. À l'inverse, en cas de ralentissement, vous devez faire de la place aux véhicules entrants lorsque la voie de circulation à côté de la vôtre s'achève et au niveau des entrées d'autoroute. Bonne route! Lors de tout accident, il est important de bien remplir son constat amiable, car les informations mentionnées vont déterminer votre part de responsabilité et orienter l'appréciation de l'indemnisation. Voici quelques conseils utiles pour vous aider à bien compléter ce document. En cas d'accident, votre premier réflexe doit être de vérifier qu'il n'y ait pas de blessés, puis de bien signaler la zone afin d'éviter toute nouvelle collision. Ensuite, vous devez compléter le constat amiable. Restez calme et courtois. Vous le remplirez plus facilement et précisément. Car une erreur, un oubli ou un terme inapproprié peut engager votre responsabilité et modifier ou retarder votre dossier. Le recto du document constitue la partie la plus importante. Il convient de remplir l'intégralité des rubriques en accordant une attention toute particulière au point suivant. Encadré 12, circonstances. Ne cochez que là où les cases correspondant aux faits au moment de l'accident. Un conseil, lisez chaque cas en commençant par « je ». Cela vous évitera de confondre votre situation et celle de l'autre véhicule. Encadré 13, croquis. C'est un élément déterminant. Je vous conseille de bien vous mettre d'accord avant de réaliser le dessin sur le constat. Faites un croquis précis en matérialisant la position des véhicules au moment du choc, identifiés par les lettres A et B, et en indiquant bien les points de collision. Les chaussées, en inscrivant le nom des rues. La signalisation, feu, panneau, ligne au sol. Attention, si vous dessinez une ligne continue, elle sera considérée comme une ligne blanche. Si elle est discontinue, représentez-la bien par des pointillés. Encadré 14, observation. Faites ici part de vos remarques et commentaires. Enfin, relisez bien le constat avec l'autre conducteur. Attention, si vous êtes en désaccord sur les circonstances, ne le signez pas. Il vous engagerait malgré tout. Votre seule obligation légale concerne l'échange de vos coordonnées et de celles de vos assureurs.
Vous avez un délai de 5 jours ouvrés après l'accident pour envoyer votre constat à votre assureur. Cette déclaration peut aussi être effectuée simplement par téléphone. Pour préserver vos intérêts, le constat amiable doit être complété dans le calme et avec le plus grand soin. Un constat bien rempli facilite et accélère votre prise en charge. Giratoire annoncé, je ralentis. Pour prendre la première sortie, clignotant droit, file de droite. Je laisse passer la voiture bleue, je sors à droite. Pour prendre la deuxième sortie, file de droite, mais pas de clignotant. Je laisse passer la voiture bleue, clignotant droit pour indiquer ma sortie juste avant celle-ci. Je prendrai la troisième sortie. Clignotant gauche, file de gauche, je laisse passer la voiture bleue. Je reste sur la file de gauche, puis clignotant droit pour avertir que je rejoins la file de droite pour prendre la prochaine sortie. C'était la minute de la sécurité routière. De nouvelles règles de la circulation entreront en vigueur en Suisse dès 2021. Parmi elles, l'autorisation pour les cyclistes de tourner à droite au feu rouge en présence de cette signalisation. En l'absence de signalisation complémentaire, les cyclistes sont toujours tenus de s'arrêter au feu rouge. Lorsqu'ils tournent au feu rouge, ils doivent observer la situation. Les piétons et la circulation transversale ont la priorité. Bonne route! De nouvelles règles de la circulation entreront en vigueur en Suisse dès 2021. Parmi elles, l'application obligatoire du principe de la fermeture éclair à la fin d'une voie de circulation. Ce principe vaut à la fin de chaque voie, par exemple lors d'un passage de 3 à 2 voies ou en présence d'un accident ou d'un chantier. Laissez les véhicules circulant sur la voie coupée s'insérer à tour de rôle sur les autres voies. Pensez à jeter un œil vers l'arrière et à mettre votre clignotant lorsque vous changez de voie. Il s'applique aussi au niveau des entrées d'autoroute. Pour que le trafic reste fluide, roulez jusqu'au bout de la voie d'accélération avant de vous insérer dans la circulation. À l'inverse, en cas de ralentissement, vous devez faire de la place aux véhicules entrants lorsque la voie de circulation à côté de la vôtre s'achève et au niveau des entrées d'autoroute. Bonne route! Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jonas. Jonas a 24 ans, il est fan de rap, de R&B, de musique électronique en général, mais ce qu'il aime surtout, c'est de chatter avec ses amis.
Jonas ne connaît rien à la magie. Pourtant, dans quelques instants, aidé d'un complice, il va disparaître. Regardez bien, attention. Voilà. Bracadabra. Si toi aussi tu veux réaliser ce tour incroyable, il te suffit d'un téléphone portable, de quelques morceaux de musique, d'une application SMS et surtout d'un petit peu d'inattention. Allez, à bientôt. Lord have mercy. Please have mercy on me. And if I done somebody wrong. Dormir suffisamment est la seule mesure efficace contre la fatigue au volant. S'il vous arrive une fois de manquer de sommeil, renoncez de préférence à prendre le volant. Mais ce n'est pas toujours possible. Pour rester en forme et concentré, il est recommandé de renoncer aux longs trajets et de faire régulièrement des pauses. Si la fatigue vous rattrape malgré tout, 15 minutes de turbo-sieste s'imposent. Arrêtez-vous, programmez un réveil et faites une turbo-sieste. Ah, encore un petit conseil. La caféine constitue au mieux un coup de pouce temporaire. Pour une stimulation supplémentaire, buvez non pas 1, mais 2 cafés, et ce, avant votre turbo-sieste. Ne partez pas avec un manque de sommeil. Certains symptômes vous avertissent qu'il est vraiment temps de vous arrêter. La nuque se raidit, les yeux fatiguent, le champ de vision rétrécit. Attention, danger! Il faut s'arrêter pour refaire le plein d'énergie. Nos conseils, détente, marche, une boisson et après une pause, tout va mieux. Allez, tiens le coup. Ça va le faire. Il reste plus qu'une heure. Je suis pas fatiguée, je suis pas fatiguée. La somnolence au volant est la première cause d'accident mortel sur l'autoroute. 10 à 15 minutes de sieste suffisent à récupérer. N'hésitez plus, arrêtez-vous à la prochaine heure. Bonne route avec Sanef. Médicaments et conduite sont parfois incompatibles. Adressez-vous à votre spécialiste. Demandez si ça roule. Toi, mais je crois que tu devais les ramener à l'hôtel. Non, ils n'avaient pas ramené à l'hôtel. Ils n'avaient pas d'argent.
T'es bourré. Non, je suis pas bourré, pas du tout. T'es bourré. Attends, depuis quand je suis bourré avec 3 verres, n'importe quoi. Ce soir, Sacha va tuer quelqu'un. Rien de prémédité, mais c'est justement ça le problème. Si Sacha avait décidé de qui allait conduire avant l'apéro. Maria, la clé. Maria, la clé. Putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Attention! Putain, Sacha! Si Sacha avait décidé de qui allait conduire avant l'apéro, Maria serait peut-être encore en vie. C'est dommage, c'était juste un apéro. Boire ou conduire, il faut choisir. Les dossiers de la route sur France 5, avec la sécurité routière. Le 14 juillet, au nord de Nice. Bruno, 24 ans, est mécanicien. Il travaille avec 2 amis dans un garage qu'ils ont acheté ensemble. Ce soir-là, ils prennent l'apéritif en terrasse avant de descendre au bal de la ville. Une fois sur place, Bruno continue à boire. À 2 h du matin, il est sur le départ. Une amie qui ne boit pas propose aux 3 garçons de les raccompagner chez eux. Bruno, sûr de lui, refuse la proposition et reprend tout de même le volant. Sur la D19, il aborde un virage. Il ne maîtrise pas bien sa trajectoire et se déporte sur la voie de gauche. Juste à la sortie du virage, une voiture arrive en face. Et c'est le choc. Aucun des 2 conducteurs n'a le temps de réagir. Bruno et ses 2 amis sont morts. Le conducteur d'en face ne marchera plus jamais. Un accident n'arrive jamais par accident. Chaque semaine, 7 jeunes de 18 à 24 ans meurent sur les routes dans des accidents dus à l'alcool. Ne buvez jamais avant de prendre le volant. C'était les dossiers de la route sur France 5, avec la sécurité routière.
EcoDrive. Roulez futé et économisez. Voici la famille Doucet. Ils se préparent à partir en excursion. Grâce au conseil futé d'EcoDrive, ils vont pouvoir économiser jusqu'à 15% de carburant et d'argent. Ce qui leur permettra de s'offrir un petit extra une fois à destination. Mais comment les Doucet vont-ils faire pour économiser du carburant et de l'argent? Avant de partir, les Doucet vident la voiture de toute charge inutile. Et Monsieur Doucet enlève toujours les barres de toit dès qu'il n'en a plus besoin, à cause de la résistance de l'air. Chaque mois, il vérifie aussi la pression des pneus et les gonfle jusqu'à 0,5 bar au-dessus de la pression minimale. Les Doucet accélèrent intelligemment. Au début, ils ne mettent pas de gaz du tout. Ce n'est pas nécessaire pour démarrer le moteur. Puis, ils partent. Monsieur Doucet n'a besoin de la première que pour démarrer. Une longueur de voiture, puis tac, 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 jusqu'en 5e. Voire 6e. En agglomération, Monsieur Doucet roule si possible en 5e ou 6e. Hors agglomération, la question ne se pose même pas. Quand Monsieur Doucet voit un feu rouge, il ne rétrograde pas. Non, il laisse simplement rouler la voiture avec le rapport élevé engagé et il appuie sur les freins. Au feu, et lorsqu'il attend dans une colonne, il arrête le moteur, même s'il est tout devant. Le feu passe au vert, et Monsieur Doucet relance le moteur sans mettre de gaz. Conduire en anticipant, ça vaut le coup, et pas seulement à l'approche d'un feu ou d'un stop. En évitant les à-coups et en laissant rouler la voiture, on économise du carburant. Et surtout, on ménage ses nerfs et on augmente sa sécurité. En montagne, Monsieur Doucet a dû prendre de nouvelles habitudes. En montée, on économise du carburant si on roule à bas régime. Ça veut dire engager un rapport élevé et appuyer sur la pédale des gaz jusqu'aux 3/4. 3/4 ? Monsieur Doucet pouvait à peine y croire. Mais c'est vrai, et ça en vaut la peine. En descendant de la montagne, Monsieur Doucet n'a presque pas besoin de carburant. Il laisse simplement rouler la voiture. Avec un rapport élevé, sans mettre de gaz et en freinant. Il roule tout aussi vite qu'avant, mais il économise beaucoup plus rapidement. Lorsque le soleil brille faiblement, la famille Doucet économise encore plus. Dès qu'il fait moins de 18 degrés dehors, ils arrêtent la climatisation. Parce que dans ces cas-là, elle ne sert à rien, sauf à vider le réservoir. Voilà, vous savez maintenant comment la famille Doucet économise du carburant et de l'argent. Vous en apprendrez plus sur ecodrive.ch. Roulez futé et économisez. EcoDrive, en collaboration avec Suisse Énergie. C'est dans la poche, vous avez obtenu le permis de conduire provisoire. Vous pensez déjà à tout ce que vous allez pouvoir faire. Mais attention, ce permis s'envole plus vite qu'on ne l'imagine. Demandez donc aux 1500 malheureux contraints de l'abandonner chaque année. Voici donc 8 conseils pour vous permettre de réussir votre période probatoire. Premièrement, suivez le cours de formation complémentaire le plus tôt possible, car il faudra le suivre de toute façon. Vous y apprendrez ce que c'est que de perdre la maîtrise du véhicule. Un sentiment complètement fou, mais aussi angoissant. Ce sera l'occasion d'acquérir des techniques qui peuvent vous sauver la vie. Deuxièmement, le but est le chemin. Profitez tranquillement du trajet et surveillez toujours votre compteur. 40% des permis sont retirés à cause des dépassements de vitesse. Et l'excuse « j'ai pas vu le panneau » ne fonctionne pas. Troisièmement, gardez l'œil ouvert et regardez la route. Ne vous laissez pas distraire. Vous sortez d'une soirée et vous proposez de prendre le volant ? C'est gentil de votre part, mais ne conduisez que si vous êtes suffisamment éveillé. C'est vous qui êtes responsable de la sécurité. Quatrièmement, respectez la distance de sécurité en comptant 2 secondes ou plus. Que ce soit en voiture ou à moto, un écart suffisant vous rend plus visible et vous laisse le temps de réagir en cas d'imprévu.
Cinquièmement, vous connaissez ces conseils de survie, mais beaucoup ne les connaissent pas. Partez donc toujours du principe que les autres ne se comportent pas correctement, comme ici, où la priorité de droite aurait dû être respectée. Sixièmement, chillez au lieu de tuer. Ne vous laissez pas provoquer. Se surestimer conduit à des accidents. Restez détendu, vous conduira peut-être au numéro de la conductrice de la moto qui passe. Septièmement, pendant la période probatoire, c'est tolérance zéro pour l'alcool. Et bien évidemment pour la drogue. S'il vous plaît. Trop d'accidents mortels sont dus à ces substances. Une vision troublée est de toute façon incompatible avec la conduite. Huitièmement, ne faites pas n'importe quoi, sous peine de perdre votre permis. La période probatoire se prolonge alors d'une année. Et si vous faites une faute, vous devez rendre le permis. En respectant les 7 conseils précédents, vous réussirez certainement la période probatoire. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Papa, j'ai peur. T'inquiète pas, mon poussin. Ça va aller. Papa va s'arrêter à temps, tu vas voir. On roulait un peu trop vite. On pouvait pas deviner qu'une autre voiture allait arriver. Tu comprends? Papa va freiner très très fort et on va s'en sortir, d'accord? Oui. On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu'il est trop tard.